Isabelle Ruin, est-ce que je peux vous donner la parole? Est-ce que vous Bien sûr. l'acceptez? Je l'accepte, merci. Je vous remercie de m'avoir invité aussi. Évidemment, Nicolas a réagi sur beaucoup de points qui ont été abordés et je trouve vraiment cette connexion entre justement comportement individuel et comportement collectif vraiment très intéressante et à la fois on est obligé de penser cette connexion et de penser ces échelles d'intervention, on va dire, parce qu'en fait, elles sont forcément complémentaires. Alors moi, je voulais essayer de faire un petit focus justement sur repartir finalement de la décision individuelle pour montrer finalement à quel point cette décision individuelle, elle n'était pas uniquement le fait de l'individu de l'individu et de sa psychologie, et Nicolas l'a bien dit, elle est aussi le fait finalement de l'individu dans son environnement, et que ce soit un environnement évidemment social, matériel, spatial, et donc qui va être finalement, qui va conditionner complètement ses opportunités et ses contraintes à décider et à agir dans un sens ou dans un autre, hein, qu'on parle aussi bien des comportements de mobilité que d'alimentation, que en fait on n'a pas forcément, selon à la fois notre parcours individuel, notre niveau de revenus, le lieu où on habite, que ce soit dans du rural, dans l'urbain ou autre, on n'a pas forcément toutes ces mêmes possibilités, on n'a pas une égalité de chances et d'opportunités, on va dire, pour mettre différents comportements. Et bien dit Nicolas, en fait, on a vraiment le gap qui est le plus vraiment compliqué à franchir, c'est que même si on est convaincu du bienfait de changer, ce qui pour une partie des gens est le cas, le passage à l'acte est vraiment compliqué parce que en fait nos vies et notre quotidien en particulier, notre quotidien est fait de beaucoup d'interactions entre nous. Par exemple, si on prend l'individu, il est déjà il est inséré dans le cadre dans un cadre familial, dans un cadre professionnel, et à la fois ces cadres familiaux et professionnels vont complètement réguler son quotidien. Par exemple, si on prend si on prend un emploi du temps, par exemple, notre emploi du temps du jour, eh bien, en fait, en fonction de notre cycle de vie, déjà, est-ce qu'on plutôt jeune, adolescent, étudiant, ou est-ce qu'on est plutôt vient de fonder une famille, ou alors est-ce on est retraité? On a bien entendu un quotidien et un fonctionnement au quotidien, une succession d'activités, on va dire, qui est complètement différente d'un côté et de l'autre. Et ce quotidien va finalement beaucoup conditionner notre accès et nos besoins, à la fois à l'espace et même en termes de temps. C'est-à-dire que, et ça c'est une branche de la géographie qui s'appelle la time géographie, qui s'intéresse finalement à comment les individus vont pratiquer leur espace et dans un temps donné. Et donc, c'est lié à des moyens de transport, c'est lié à beaucoup de choses, mais aussi à des horaires d'ouverture de boutiques et autres. Et donc, en fait, c'est pour dire que toutes ces décisions individuelles, en fait, elles ne sont pas qu'individuelles, elles sont complètement liées dans un réseau, dans un faisceau. Par exemple, on va peut-être choisir de prendre sa voiture, même si on est convaincu que ce serait mieux en vélo, sauf que bon, d'un autre côté, on a un emploi du temps extrêmement contraint, qu'il faut qu'on aille chercher les enfants à l'école, et que pour aller chercher les enfants à l'école, et que l'école n'est pas située juste à côté de son travail, et ben, on est obligé, pour aller plus vite, on va dire, de prendre la voiture. En tous les cas, on a cette perception, parce que là aussi, il y a autre chose qui va rentrer en ligne de compte, c'est que on a évidemment, c'est un petit peu les biais cognitifs dont parlait Nicolas, on a, on va dire, la réalité, enfin, on pourrait mesurer combien de temps on prend pour aller à l'école et combien de temps, voilà, ce genre de choses. Et puis, il y a après les perceptions qui sont associées à ces trajets-là, où on peut avoir la perception que d'y aller en vélo, c'est dangereux, que ça le soit ou que ça ne le soit pas. On peut avoir la perception que
que c'est inconfortable, que voilà. Donc, on a tout ce genre de choses qui sont en fait de différents ordres, et c'est là où je vais peut-être commencer à essayer d'introduire ce schéma qui peut paraître un peu particulier. C'est qu'en fait, on a différentes choses que j'ai essayé de formaliser ici par soit un cadre un petit peu rectangulaire, soit des cercles, des ovales, quoi. D'un côté, en fait, tout ce qui est cadre, on va avoir un espèce donc, vous avez tout en bas de ce schéma-là. Alors, ce schéma-là représente quoi? En fait, il représente une correspondance, finalement, entre des échelles d'espace ou des quantités de personnes, on va dire, et puis des temps caractéristiques, en fait, pour faire coïncider ces processus, en fait, tout ça, c'est des formes de processus, des processus sociaux, voilà, des choses qui sont très concrètes, hein, comme du PLU, du SCOT, c'est des choses qui sont de l'ordre du contrat, qui sont mises en place par du collectif, on va dire ici. Et en fait, c'est pour vous montrer que finalement, quand on a une décision individuelle à prendre, déjà, cette décision individuelle, par exemple, changer son itinéraire ou changer de mode de transport pour aller au travail, elle va demander déjà de travailler sur, voilà, si j'ai pris la voiture jusqu'à présent, il va falloir que je me dise, OK, je vais prendre les transports en commun ou le covoiturage, comment je vais faire? Donc déjà, il y a toute une partie qui est liée à des habitudes, c'est-à-dire de changer des habitudes. C'est très compliqué de changer des habitudes parce qu'en fait, il faut reconfigurer un petit peu nos cartes mentales, c'est-à-dire ce qu'on a en tête en termes de représentation, et il faut se dire, voilà, il va falloir que je fasse un effort cognitif, un effort de réflexion pour me dire je vais changer de mode de transport et comment je fais pour faire ça et pour aussi vaquer à toutes les occupations que j'ai prévues dans cette journée. Donc ça, c'est une décision individuelle qui finalement va prendre, on pourrait dire qu'elle peut prendre 2 minutes. On peut se dire du jour au lendemain, je vais changer, je vais prendre le vélo, par exemple. Néanmoins, en fait, pour qu'elle s'installe dans la durée et qu'elle devienne une habitude, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on cherche à obtenir, en fait, toutes les propositions que vous avez mises en place, en fait, c'est quelque part des propositions pour faire des changements sur le temps long. Et du coup, tout ça va prendre quand même du temps à la fois à l'échelle individuelle de changer ses habitudes, mais alors quand on prend en compte le fait qu'il faut changer ses habitudes dans le faisceau de contraintes qu'on a, qui peut être familial et professionnel, eh bien, en fait, pour pouvoir réaliser toutes nos activités, on va du coup prendre encore plus de temps. Et en fait, l'idée... OK. Donc, évidemment, pour faciliter ce genre de choses, comme l'a dit Nicolas, il y a plein de mesures incitatives qui peuvent jouer à cette échelle individuelle pour essayer justement de se servir de ces moments qui sont des moments de rupture de quotidien. Par exemple, on a une grève des transports. On va peut-être se servir de ça pour se dire aujourd'hui, je dois faire différemment. Donc, je vais essayer de prendre d'autres façons et d'installer cette nouveauté dans le temps long et donc d'en faire des habitudes. Et ça prend du temps. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on a à la fois, ça prend du temps pour une personne, mais dès qu'on veut commencer à toucher un nombre de personnes important, des centaines, des milliers, voire des millions de personnes à l'échelle de la France, et on va se retrouver sur évidemment un temps conséquent pour effectuer ces changements qui sont peut-être initialement de l'ordre d'une décision qui pourrait être très rapide à prendre, mais qui va du coup prendre beaucoup de temps pour l'installer sur la durée, parce qu'elle est prise dans un faisceau de contraintes et d'opportunités. Ces contraintes et ces opportunités, elles sont aussi à l'échelle collective, et c'est ce que vous avez bien souligné tout à l'heure, c'est qu'il faut de l'individuel et du collectif, et c'est ces boîtes que je vous montre ici, les boîtes bleues et rouges, où j'avais essayé de reprendre un peu le code couleur du schéma de Nicolas, pour dire qu'en fait, évidemment, le collectif, et notamment les collectivités territoriales, mais plus largement les réglementations à des échelles nationales, voire même internationales de l'Europe, par exemple, vont contraindre ou faciliter, par exemple, l'aménagement d'espace. L'aménagement d'espace et le fait vous aviez parlé de polycentre, par exemple, ça peut faciliter certaines choses. Néanmoins, pour mettre en place
Alors, peut-être, j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui disait qu'il était difficile à comprendre ce schéma. C'est vrai que ce n'est pas évident. Si je prends ce carré bleu qui est ici, qui sont des mesures telles que le plan local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale ou des contrats plus privés, l'idée de dire, c'est que ces mesures-là vont concerner un nombre de personnes importantes. Si on regarde en bas, on est sur, ça peut être des contrats qui rassemblent 100 personnes à l'échelle d'une entreprise, par exemple, ou des dizaines de milliers de personnes, quand on parle du SCOT qui serait mis en place sur une intercommunalité, par exemple. Et pour mettre en place, pour décider de cette mise en œuvre, de l'application de ce SCOT ou de ce PLU, vous êtes tous conscients, et vous avez dû le voir, peut-être le vivre vous-même, ça prend des années, en fait. Ça prend des années, en tous les cas des mois pour les contrats, par exemple, mais ça peut aller jusqu'à des années pour les PLU, les révisions du PLU. Parce que, et c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas, c'est pas parce qu'on prend une décision qui est de l'ordre où on va finalement mettre en place un cadre réglementaire qui va être obligatoire. Néanmoins, il faut qu'il y ait une forme d'acceptation. Et vous savez bien qu'en fait, à chaque fois, on va viser autant que possible la concertation. Et donc, pour qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait une meilleure acceptation et que ces règles-là soient le mieux appliquées possible. Et si je prends peut-être l'exemple de règles ou de réglementations qui n'ont pas été bien vues et du coup qui ont donné lieu à contestation, comme par exemple avec les Gilets jaunes, on s'aperçoit que finalement, à vouloir faire très vite et donc sans concertation, on risque d'avoir peu d'acceptation et on risque du coup d'avoir quelque chose qui va être contre-productif sur du long terme et même se déléguer dans le temps. Est-ce que c'est peut-être plus clair comme ça en vous expliquant pourquoi cette boîte finalement, elle va représenter le nombre de personnes sur lesquelles ça va s'appliquer par exemple et le temps qu'il va falloir pour réellement mettre en place ce genre de politique. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait des décisions individuelles qui pourraient prendre quelques secondes. En fait, ces décisions, elles vont être complètement emboîtées dans des échelles collectives, de décisions collectives. Alors, les kilomètres carrés, oui, on aurait presque pu s'en passer ici. Je suis désolée, j'ai repris un schéma en fait, les kilomètres carrés, en lien avec ces kilomètres carrés, on pourrait presque mettre des échelles territoriales. Par exemple, la commune, la collectivité territoriale qui va être sur quelques centaines voire milliers de kilomètres carrés. On peut aller voir l'échelon régional, on peut avoir l'échelon national, voire international. Et si on monte justement dans ces échelons-là, de plus en plus large, on a par exemple les lois et les règlements qui peuvent être nationaux ou internationaux avec l'Europe qui elle aussi va conditionner, va influencer et conditionner ces règlements et ces lois nationales qui elles-mêmes vont impacter ce qu'on va pouvoir être en mesure de faire à l'échelle territoriale avec les SCOT, les PLU, et qui elles-mêmes vont impacter la façon dont on va aménager l'espace et dont les gens vont pouvoir se déplacer et les capacités, les opportunités et contraintes auxquelles ils vont être soumis. Donc, c'est pour vous montrer cette imbrication d'échelle qu'il faut forcément réfléchir, c'est-à-dire que vous avez parlé d'échelle individuelle. Certaines fois, vous avez parlé, il faudrait interdire ci et interdire ça. Malheureusement, en fait, si on était en Chine et qu'on avait la possibilité d'interdire aussi facilement avec, on va dire, une voix parle et tout le monde exécute, voilà, ça irait vite. Sauf que là, on n'est pas dans ce cadre-là, de la cadre de démocratie, où finalement, pour faire évoluer tout ça, il faut aussi faire évoluer ce qu'il y a en dessous, les ronds là, ces modes, ces normes, ces valeurs et cette culture. Et tout ça, en fait, ça va aussi prendre du temps parce que en fait, on veut toucher un nombre de personnes important, puisque en fait, si on veut faire une différence sur le long terme et face au changement climatique, il va falloir avoir une échelle et un impact très très large en termes d'acceptation et d'adhésion à ces nouvelles modes d'habiter, à ces nouveaux comportements vertueux, on va dire. Et du coup, tout ça doit être en lien et vont demander, mine de rien, du temps.
Et tout ce que vous proposez, je pense que c'est vraiment très intéressant, mais il faut le multiplier à une échelle vraiment énorme, en fait, car en fait, le local va forcément être en lien avec le national et il faut donc pouvoir faire évoluer tout ça à toutes ces échelles. Donc, voilà, faire évoluer les Merci. représentations et les habitudes sur du temps long.